Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui est la deuxième partie d'une brève introduction à Nutanix Kubernetes Platform. Alors Nutanix Kubernetes Platform, c'est la nouvelle solution dans le portfolio de Nutanix dédiée à la gestion d'environnement Kubernetes, gestion à l'échelle, avec différentes fonctionnalités disponibles. Certaines ont déjà été présentées où l'usage a été présenté dans la première partie de cette brève introduction, et dans cette seconde partie, on va aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on a dans cette plateforme du point de vue technique. Donc, sur la partie stockage, la plateforme Nutanix Kubernetes Platform fournit donc des solutions de backup pour l'environnement Kubernetes. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, les environnements Kubernetes aujourd'hui hébergent de plus en plus d'applications stateful avec de la donnée, et donc cette donnée, il faut être capable de la sauvegarder et de la restaurer. Donc pour la partie backup, en gros, on va s'appuyer sur deux composants. Le premier, c'est Velero. Donc Velero, c'est un projet à l'origine open source, qui fait partie d'ailleurs du portfolio au sens large Tenzo. Mais donc ce projet open source, effectivement, est très connu depuis des années dans le monde Kubernetes, et donc c'est souvent utilisé Velero pour faire du backup restore, mais également pour faire de la migration de données derrière. Donc on va s'appuyer sur cette technologie-là. Ensuite, pour stocker finalement l'ensemble de ces données, on va s'appuyer sur Rookceph. Donc Rookceph permet effectivement de gérer à l'échelle du file, du bloc ou du storage objet. Alors on pourrait se dire pourquoi proposer ça alors que Nutanix a une merveilleuse solution en termes de données qui s'appelle NUS et qui fait exactement la même chose, File, Object and Block Storage. Donc ça c'est également supporté, bien entendu, il n'y a aucun souci, mais je le rappelle que la plateforme MKP n'est pas obligée de tourner sur un environnement Nutanix, et c'est pour cela effectivement que les équipes de D2AQ dont la solution est issue, parce qu'on a racheté la société D2AQ, et donc on a pris sa solution D2AQ Kubernetes Platform pour la transformer en Nutanix Kubernetes Platform, et donc ça explique effectivement le choix technique d'avoir du Rookceph, parce que potentiellement la plateforme n'est pas obligée de tourner sur une infrastructure Nutanix, mais peut tourner sur pas mal d'infrastructures, VMware, AWS, Azure, GCP, et ça explique effectivement qu'à un moment il faut des choix qui soient communs et utilisables partout, d'où ce choix technique. Bien entendu, quand on va parler de stockage dans le monde Kubernetes, et on va avoir donc des classes d'objets pour la partie, pour les types d'endroits où on peut stocker la donnée, et donc on va faire appel à des CSI drivers, des Container Storage Interface drivers, et donc là, eh bien, en fonction, effectivement, pas chargé le bon lien, en fonction des environnements sur lesquels on tournera, on aura accès à différents CSI drivers. Ça peut être des CSI drivers qui vont être directement ceux de Nutanix, si on est sur une plateforme Nutanix. Si on est sur de l'Azure ou de l'AWS, les CSI drivers seront différents derrière, mais en tout cas seront compatibles avec la plateforme sous-jacente. Comme je l'ai dit, si on est sur un environnement, si on fait tourner NKP sur une infrastructure Nutanix, dans ce cas-là, eh bien, on a accès à toutes les fonctionnalités, les solutions de Nutanix pour les services de données intégrés. Donc, effectivement, on va pouvoir utiliser NUS, donc Nutanix Unified Storage, et dans ce cas-là, effectivement, on a accès à tout ce qu'il faut, du stockage objet en passant par le file, voire du bloc. Qui dit data dit également base de données, donc Nutanix Database service fait partie également et peut être connecté. Et au passage, on a des opérateurs qui permettent dans du monde Kubernetes de provisionner ces databases. Et puis plus récemment, on a annoncé côté Nutanix les Nutanix Data Service for Kubernetes. Et là encore, c'est pour simplifier le provisioning et la gestion des applications cloud natives en utilisant effectivement du stockage spécifique pour ça. Au-delà de ça, quand on va avoir du Kubernetes, il va y avoir du réseau derrière, et dans le réseau, il y a plusieurs composants qui vont nous intéresser. Dans Nutanix Kubernetes Platform, déjà, on va utiliser forcément des CNI, des Container Network Interface, pour brancher ou donner l'accès au réseau aux containers. La plupart des plateformes sur lesquelles sera déployé NKP utiliseront Calico. Calico comme CNI, qui est vraiment ultra connu, qui est proposé par Tigera, qui est un projet open source,
et qui est massivement utilisé et propose plein de fonctionnalités. Donc ça, c'est si le Calico sera principalement utilisé si on n'est pas dans le monde Nutanix. Si on est sur une plateforme Nutanix, l'usage sera plutôt Cilium, et Cilium, là aussi, est un fournisseur open source software qui fournit une CNI absolument très bien, et souvent avec Cilium, on va parler de BPF, qui permet effectivement de faire pas mal de fonctionnalités directement assurées dans le noyau Linux. Voilà. Donc CNI, retenez Calico principalement, et Cilium si vous tournez sur un environnement Nutanix. Ensuite, quand on va avoir des applications, généralement, on va avoir besoin de load balancing. Le load balancing qui est fourni sera basé sur le projet MetalLB, hein, et MetalLB, là encore, est une implémentation de load balancer pour des barres métal Kubernetes, mais globalement, on peut l'utiliser dans plein d'environnements, et il est très connu, très bien documenté. Sur la partie Ingress Gateway, là encore, les personnes de D2IQ ont fait des choix techniques sur choisir une plateforme d'ingress. Donc il en existe plein des plateformes d'ingress. Je rappelle que l'ingress, en gros, c'est un reverse proxy HTTP, HTTPS. Et donc il va permettre effectivement de rediriger des flux de ce type-là. Il en existe vraiment plein sur le marché. On pourrait parler de HAProxy, qui est notamment utilisé côté Red Hat OpenShift. On pourrait parler de Nginx, tout simplement. Ça pourrait être de l'Envoy, classiquement utilisé dans les services mesh. Le choix qui a été retenu sur la plateforme NKP, c'est Traefik. Donc Traefik, là encore, très bonne solution qui fournit des bons dashboards, avec énormément d'usages de par le monde. Donc c'est un bon choix, et c'est le choix qui a été fait. Ensuite, on voit de plus en plus le besoin, alors pas forcément l'usage encore à l'échelle, mais le besoin en tout cas se faire sentir, d'utiliser des services mesh. Je rappelle que les services mesh permettent de créer finalement un réseau entre les microservices, avec un control plane qui va piloter des data planes qui ne sont ni plus ni moins que des reverse proxy. Et l'idée est de se mettre souvent en sidecar dans un pod pour pouvoir rajouter des fonctionnalités de l'applicatif sans pour autant aller coder dans l'applicatif. Et quand je parle de fonctionnalités, c'est par exemple imposer des protocoles, des communications interservices en TLS, par exemple, avec une authentification mutuelle, ou d'activer du gRPC. Ça va simplifier également le service mesh, toute la partie traçabilité. Donc ça, c'est intéressant pour effectivement les développeurs. Et puis les services mesh vont servir également dans le load balancing, de faire un load balancing intelligent entre microservices au sein d'un cluster. Donc on est plutôt dans l'usage des services mesh sur des trafics est-ouest entre services ou microservices d'une application. Et donc dans le monde des services mesh, il existe plusieurs solutions dans le marché qui sont connues. Donc on a Istio, il y avait une solution également Consul côté HashiCorp. Linkerd également, très, très connu. Ce qui a été retenu, c'est Istio. Donc Istio, c'est un projet qui a été co-créé IBM, Google à l'origine. Alors IBM, Google et Lyft, on va rajouter Lyft derrière, un des concurrents de Uber, et Lyft en fait est à l'origine du projet open source Envoy, qui est un reverse proxy assez connu. Donc du coup, il va y avoir de l'Istio disponible pour le service mesh dans NKP. Et donc Istio est quand même beaucoup utilisé aujourd'hui, il est très riche, il peut être un petit peu complexe à utiliser, et donc dans Istio, pour la partie tracing, on va avoir accès à Jagger, qui va permettre effectivement aux développeurs d'être capables d'avoir de l'observabilité sur les communications inter-services, que ce soit en termes de latence, de connexion, etc. Donc c'est vraiment utile, ça apporte vraiment des choses aux développeurs. Istio en tant que tel n'a pas forcément une super interface de gestion, c'est pour ça que la plupart des gens utilisent Kiali, qui est une console effectivement graphique pour gérer derrière les services mesh. Là encore, tout cela est packagé. Pour la partie résolution de nom, rien d'extraordinaire, on s'appuie sur CoreDNS. Et CoreDNS, c'est un service de DNS et de service discovery. Service discovery, c'est obligatoire dès qu'on va faire derrière des microservices. Donc ça, c'est la partie réseau. Des composants tout à fait classiques, très open source, très connus et utilisés sur le marché Kubernetes.
Sur la partie opération, eh bien, il va y avoir différents sujets qui vont être traités dans NKP, Nutanix Kubernetes Platform. Déjà, le cost management. Donc ça, il existe une solution ultra connue dans le monde Kubernetes qui s'appelle KubeCost. Et donc, KubeCost, effectivement, va permettre et va être intégré dans la plateforme NKP et va permettre derrière de voir les coûts associés à un environnement Kubernetes, pouvant aller jusqu'à descendre jusqu'au niveau applicatif en disant telle application consomme tant de ressources derrière, compute, mémoire, etc. Et derrière ces ressources, eh bien, il y a un prix, soit parce que les ressources tournent dans une infrastructure de type cloud public, soit parce qu'on a donné des métriques spécifiques pour le costing on-prem. Donc c'est probablement la solution la plus connue en cost management, donc elle est intégrée dans NKP, et on a rajouté ça derrière le iNavigator, dont j'en reparle tout à l'heure, qui permet en fait, qui est simplement en fait du GenAI, qui va vous permettre d'analyser, de mieux comprendre certains coûts. En termes de gouvernance, la gouvernance, j'en avais parlé dans la première vidéo, c'est important de pouvoir de mettre en place des règles et des conventions, et puis après de les surveiller, voire de les forcer pour les appliquer. Donc dans le monde Kubernetes, la gouvernance et tout ce qui est policy, ça se fait généralement avec Open Policy Agent. Alors Open Policy Agent n'est pas dédié qu'à Kubernetes, on peut l'utiliser sur d'autres choses. C'est un standard, entre guillemets, c'est le standard là-dessus, on va dire, voilà. Et l'implémentation d'Open Policy Agent va passer par un admission controller qui s'installe sur les control planes de Kubernetes, et cet admission controller, en fait, s'appelle Gatekeeper. Gatekeeper, là encore, c'est vraiment l'implémentation derrière, et vous voyez que la communauté est assez active sur le sujet, avec Google, Microsoft, etc. Et donc c'est ce qui va permettre de faire justement l'enforcement des policies, et de dire, quand on envoie un ordre, qu'on veut appliquer une configuration à Kubernetes, une fois qu'on a été authentifié, autorisé, il reste la dernière couche, la dernière lame, qui va contrôler effectivement est-ce que ça fait partie des règles qui sont autorisées ou pas. Et donc ça c'est Gatekeeper qui va permettre de le faire, qui va être l'implémentation d'Open Policy Agent. Pour la partie troubleshooting, on va avoir deux choses, les NKP Insights qui vont agréger finalement l'information disponible sur la plateforme, et donc faire de l'analyse prédictive. Donc là, l'idée, c'est de détecter des anomalies en cours, ou voire de prédire des anomalies futures sur des workloads Kubernetes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, très spécifique. On va avoir également l'Intelligent Copilot, qui sera, on va dire, une sorte de chat GPT, mais dédié aux opérations dans NKP, pour effectivement aider les administrateurs à leur simplifier un petit peu la vie. Côté sécurité, donc bien entendu, l'accès à ces clusters Kubernetes, là encore, si on en a plein, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit assez homogène et assez centralisé en termes d'authentification. Si chaque cluster est géré de manière indépendante avec son propre système d'authentification, normalement ça doit vite partir en cacahuète, comme on dit dans le jargon. Donc pour s'appuyer, pour faire un système centralisé d'authentification, NKP s'appuie sur DEX, et DEX en fait c'est un connecteur fédéré pour la partie OpenID Connect, et donc DEX on va pouvoir en fait le brancher sur des identités GitHub, sur du LDAP, et puis derrière du coup on fait de l'OpenID Connect. Voilà. À partir du moment où on est authentifié, reste la partie autorisation. Dans Kubernetes c'est le deuxième niveau, c'est là où effectivement le RBAC il est fait en prenant des identités et en les bindant à des rôles. Donc on a différents rôles qui sont disponibles dans NKP. Il y a bien entendu les admin rôles classiques, les rôles Kubernetes, et on va avoir également un RBAC au niveau de NKP, de la solution en tant que telle. Pour la sécurité, dès qu'on va parler de certificats, et donc généralement l'usage est d'utiliser un maximum de certificats partout maintenant, eh bien, on va s'appuyer sur, là encore, un composant très connu dans le monde Kubernetes pour la gestion des certificats, l'interconnexion également avec des autorités de certification, c'est Cert Manager. Et Cert Manager, effectivement, ça va permettre du coup de délivrer des certificats, de gérer ça auprès de différentes autorités de certification, alors les plus classiques étant Let's Encrypt souvent, mais également des systèmes qu'on peut trouver plutôt en interne dans les organisations, tels qu'HashiCorp, Vault par exemple. Si on est sur un environnement avec des exigences assez fortes,
La solution peut être installée en mode FIPS 142-2. Donc ça concerne plutôt, on va dire, les Américains, mais on peut avoir, là encore aussi en Europe, des sociétés qui veulent s'appuyer sur ces standards, parce que ces standards ont fait leurs preuves. Donc là encore, il y a un mode d'installation et des prérequis un peu particuliers derrière. Et puis, en termes de sécurité, on n'est pas obligé d'avoir NKP installé avec des composants qui sont connectés entre guillemets à Internet. On peut avoir le support et la capacité d'avoir du air gap deployment, c'est-à-dire en fait d'avoir des environnements complètement isolés pour des endroits, on va dire, un peu plus défense ou critiques. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y aura pas besoin d'une connectivité vers l'Internet. Et donc ça, c'est vraiment prévu pour ce qu'on appelle les dark sites. Partie automatisation, la solution fournit de quoi faire des workflows de type GitOps, c'est-à-dire en gros s'appuyer sur des repos avec du code déclaratif à l'intérieur et par validation de certaines branches ou lors de commit, de déclencher automatiquement un déploiement continu. Donc là-dessus, la solution va s'appuyer sur FluxCD. Donc FluxCD, là encore, projet open source assez connu, parce qu'il est utilisé notamment chez les hyperscalers dans leurs automatisations, notamment sur EKS ou AKS. Donc là, ça va permettre effectivement de faire des chaînes de déploiement automatisées et de ne pas être dans un mode où on push des configurations sur un cluster Kubernetes, mais à l'inverse, on a un mécanisme qui tourne dans le cluster basé sur FluxCD qui va checker les changements potentiels qui peuvent avoir lieu sur un repo pour déclencher après et s'aligner par rapport à la configuration souhaitée fait sur le repo. En termes de déploiement des applications, le package manager de Kube le plus connu et le plus utilisé, c'est Helm. Donc ça, il n'y a pas débat sur le sujet. La solution intègre également le Chart Museum, et le Chart Museum permet d'avoir finalement un repo de Chart Helm dans la solution. En termes d'applications, globalement, on va pouvoir avoir un catalogue d'applications disponible, avec donc déjà des choses prêtes à l'emploi, donc un petit peu tous les composants dont je vous ai parlé. Vous pouvez choisir de les installer ou pas. Et donc tout cela est disponible dans l'interface. Je ne vous l'avais pas encore montré jusqu'ici. Voilà, ça c'est l'interface de NKP, très dans le style des interfaces de Nutanix, assez sobre en tout cas. Et puis on peut avoir également des applications custom là-dedans et des applications fournies par des tiers, des partenaires. En termes d'outils d'administration, il va y avoir une UI, je viens de la montrer rapidement, pour la partie Nutanix Kubernetes Platform, et puis bien entendu, on est dans le monde Kubernetes et l'automatisation, donc il y a également une CLI, une ligne de commande qui est disponible derrière. En termes de licence et de pricing, globalement, il existe donc différentes SKU, donc les SKU vont être la NKP Starter, Pro et Ultimate, qu'on va voir juste ici. Donc la Starter, elle est vraiment faite juste pour déployer un cluster NKP sur une infra Nutanix, et c'est tout. C'est d'ailleurs intégré dans le bundle si vous avez déjà des licences NCI Pro ou Ultimate. Si on veut passer sur NKP Pro, c'est qu'on va avoir besoin d'avoir une stack Kubernetes prête, entre guillemets, pour de la production, enterprise ready. Et là, effectivement, ça va rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc la starter, effectivement, est assez simple. On a le cluster, le cycle de vie du cluster, et puis l'upstream Kubernetes avec un OS qu'on fournit. Dès qu'on va être en NKP Pro, effectivement, c'est là où on va rajouter des fonctionnalités telles que le backup et le disaster recovery, qu'on va rajouter du serverless ou du service mesh. Le serverless est basé sur Knative, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est dans la NKP Pro, on aura la partie observabilité, donc au sens large, métrique, log, etc. Et la partie policy. Et puis l'ultimate, elle va rajouter quoi? Elle va rajouter la gestion de flotte, de flotte de cluster Kubernetes. Et c'est là, effectivement, on va retrouver directement dans cette interface l'ensemble des clusters qui seront gérés. C'est tout le but de la solution derrière. Et donc on va gérer également le cycle de vie des applications via de l'intégration continue, du déploiement continu avec FluxCD. La NKP Pro comme la NKP Ultimate sont facturées au vCPU. Donc, prenez le nombre de clusters et regardez le nombre de vCPU, et vous aurez le détail.
Je viens d'apercevoir que je n'ai pas parlé de la partie observabilité, en parlant tout à l'heure d'observabilité, hein. Donc dans la partie opération, en termes d'observabilité, donc pour gérer toute la partie métrique, vous l'aurez compris, c'est Prometheus. Prometheus, c'est la solution de référence aujourd'hui dans mon Kubernetes pour gérer toutes les métriques, soit les métriques natives, soit des métriques custom. Sur la gestion des logs, globalement, ça va être les logs vont être agrégés grâce à Fluentbit. Là encore, donc, Fluentbit prend les logs et les envoie après dans un espace de stockage où ils vont ensuite être traités. Loki, Grafana Loki, lui, va permettre en gros de faire de la requête en fait sur les logs. Donc c'est vraiment un système d'agrégation de logs, de stockage et de requêtage des logs après, que ce soit les logs d'application ou les logs d'infrastructure. Et puis quand on va parler de dashboard, là forcément le classique qui arrive toujours, c'est Grafana Dashboard, qui va vous permettre effectivement de faire des tableaux de bord basés à la fois sur les métriques, potentiellement également sur les logs. Le tracing, j'en ai parlé tout à l'heure, il sera principalement amené par Jagger dans Istio. Et voilà. Pour terminer, alors comment télécharge NKP? C'est relativement simple. NKP, on va sur le site de téléchargement, donc on va aller sur le portail Nutanix, le my.nutanix.com, et ensuite on va dans la partie support, donc le portail de support derrière, et ensuite on va simplement rechercher la partie NKP à l'intérieur et le télécharger, c'est tout. Rien d'extraordinaire derrière, rien de non connu en tout cas pour des gens qui font du Nutanix. Dernière chose, la documentation. Donc la documentation est désormais... donc on retrouve la documentation historique qui est encore en ligne aujourd'hui sur le site de D2IQ. Là encore, je vous ai montré pas mal de liens tout à l'heure. La plupart de la documentation, maintenant, elle est disponible directement dans la documentation officielle du site web de Nutanix. Donc désormais, tous les liens vers la documentation, je ferai une mise à jour aussi de ma MyMap, vont directement aller sur la documentation Nutanix, et on retrouve tout à l'intérieur. Il y a pas mal de choses. La plupart des schémas que j'ai ressortis ici proviennent de la documentation. Voilà. Au passage, je ne sais pas si j'avais montré ce schéma la dernière fois, donc du coup je vais le faire. On va juste dézoomer un petit peu. Tac, tac, voilà. Donc c'est bien pour finaliser cette vidéo et terminer. Donc en gros, du NKP, c'est un environnement Kubernetes qui peut être déployé de différentes manières, à différents endroits. Donc globalement, on va avoir un cluster de management qui va piloter l'ensemble. C'est là où on va retrouver tous les produits dont j'ai parlé. Et ensuite, ce cluster de management va piloter le déploiement et le cycle de vie de clusters managés, soit des clusters managés NKP, donc avec une distribution fournie par nous en termes d'OS, plus la distribution upstream Kubernetes, déployables les clusters NKP sur des infrastructures Nutanix, vSphere, AWS, Azure ou GCP, donc là on va parler de machines virtuelles, mais également l'environnement, le management cluster peut aller derrière gérer aussi des clusters EKS et AKS dans les fournisseurs de cloud. Deuxième chose, un cluster de management peut être attaché à des clusters existants, donc il ne va pas gérer leur cycle de vie, leur provisioning, mais il va pouvoir fournir toutes les fonctionnalités de gestion des applications et de surveillance de la plateforme sur du GKE côté Google ou sous toute autre distribution Kubernetes. Voilà, cette deuxième partie est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.